Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode, un épisode dans lequel je reçois Alexandre Lacharme. Salut Alex. Salut Julien. Comment vas-tu ? Bah écoute, super, impeccable. Merci de me recevoir sur ton podcast, je suis très content. Je t'en prie, écoute, j'ai jamais traité du sujet des parkings et c'est un sujet que tu me sembles maîtriser à la perfection, donc c'est intéressant d'en discuter ensemble. C'est pas un truc que je t'avoue j'ai l'habitude de traiter même à titre personnel, donc voilà, même si j'ai quelques petits trucs, mais en tout cas pas de parking d'ailleurs, c'est plutôt des garages, mais on pourra en parler plus tard. Mais en tout cas j'ai lu ton bouquin, ça m'a plutôt intéressé, notamment quand tu développes la partie on va dire coloc en parking, on va dire que c'est ta spécialité. Et donc j'aimerais bien qu'on parle de tout ça pendant cet épisode. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr, Julien. Écoute, j'ai 37 ans, je suis né à Paris, j'habite à Paris et j'ai investi dans l'immobilier depuis 10 ans. Tu vois, j'ai 37, j'ai commencé à 27 ans et je me suis spécialisé dans l'investissement dans les parkings. La colocation 2 roues, mais pas uniquement. Tu vois, j'ai aussi des voitures sur mes places. Et voilà, je me suis vraiment spécialisé. J'ai aussi acheté, ça m'est arrivé d'acheter des appartements, mais avec moins de succès. Donc, j'ai préféré vraiment être expert de ma niche plutôt que de me disperser un peu à droite à gauche. Et aujourd'hui, j'entreprends, j'investis aussi dans d'autres choses, dans des entreprises notamment. Tu vois, j'ai d'autres activités annexes, mais j'ai commencé vraiment par l'immobilier et je suis encore très actif. Ok. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap comme un peu sur ton bouquin, sans spoiler non plus trop le bouquin, mais sur ton parcours de vie, justement, d'où tu viens un peu, quelle a été ton enfance, ton parcours scolaire, au boulot aussi d'ailleurs au départ. Ouais, exact. Bah, toi, tu as lu le bouquin, tu connais déjà plus que les autres, mais c'est intéressant d'en parler. Écoute, je suis né à Paris. Le contexte, c'est grandi avec ma mère, pas de frères et sœurs. Papa qui disparaît quand j'ai 9 ans, je me retrouve seul avec ma mère. Ma mère n'est pas propriétaire à l'époque. Donc, du coup, insécurité matérielle, clairement. Tu vois, même si j'étais enfant, adolescent, je me disais, je sentais que ça sentait pas bon. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à l'immobilier. Après, à l'âge de 18-20 ans, j'ai commencé à regarder un peu plus tard, etc. Non pas parce que j'avais un modèle parental. Tu vois, parfois, tu en as qui investissent dans l'immobilier parce qu'ils ont les parents qui leur ont dit il faut que tu investisses, tu te sécurises. Des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, mais qui avaient ce bon sens paysan. Moi, pas du tout. Ma mère, elle était entrepreneur, donc les montagnes russes. Et du coup, moi, je me suis dit, j'ai pas envie que ça fonctionne comme pour elle, même s'il y a plein de choses qu'elle fait très bien. Du coup, je me suis dit, il faut que je me sécurise financièrement. Donc, il y avait cette notion de volonté de ne pas tomber dans une espèce de précarité financière et matérielle. Ensuite, j'ai fait un bac littéraire. Et ensuite, après le bac littéraire, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je veux gagner de l'argent et prof, ça m'intéresse pas. Je veux, tu vois, j'avais cet ADN quand même entrepreneur de par mes parents. Du coup, j'ai fait une école de commerce en alternance, 5 ans, métier de commercial, beaucoup de prospection, beaucoup de cold calling. Et parallèlement à tout ça, j'ai acheté des places de parking et je me suis servi bien entendu de mes contrats, de la dette pour faire des crédits et acheter des parkings les uns après les autres pendant 10 ans. C'est ça la spécificité. Pendant 10 ans, j'ai acheté step by step des parkings avec des années fast, des années à vide, hein, comme tout investisseur. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et tu insistes dessus, c'est le 10 ans. C'est-à-dire que c'est sur un temps long. Tout ce qui a été fait, ça s'est fait sur du temps long. On a tendance à dire que de toute façon, l'immobilier, c'était du temps long. Moi, ça m'a appris à être patient, l'immobilier d'ailleurs, parce que tout est long, archi long. Et du coup, est-ce que tu peux en venir au début? Comment s'est passé ton premier investissement? Quel était-il? Comment tu t'y es pris? Est-ce que tu as acheté cash financièrement? Comment ça s'est passé? Bah écoute, Julien, c'est très simple. Le premier, donc j'étais commercial en alternance. Je commençais à lire des bouquins. Alors le tien n'était pas encore sorti. Tu avais quelques bouquins francophones, il n'y en avait pas beaucoup. Mais j'avais cette envie de plus. Et j'entends parler d'immobilier. Je regarde des vidéos sur YouTube, il y a quelques trucs. À la pause, entre des appels de prospection, je vais sur Se Loger. Je tape l'immobilier à Paris intramuros du moins cher au plus cher. Forcément, il y a les caves et les parkings. Parce que Paris était déjà très élevé il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et je tombe sur un parking dans le 18e.
donc un coin qui était assez populaire à l'époque, qui est maintenant un peu plus bobo, mais qui était assez populaire. 4 000 €. 4 000 €, frais d'agence inclus, par la forêt. Enfin, c'est invraisemblable. Ouais, surtout que c'est à peu près les honoraires d'une agence sur un parking, quoi. Invraisemblable, tu vois? 4 000 €, agence La Forêt, rue Ordonnaire, Paris 18. Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi?» Et je regarde combien j'ai sur mon application. J'avais pas beaucoup plus. Franchement, j'avais à peine de quoi financer le parking et les frais de notaire. Parce que je gérais très mal mon argent, j'avais aucune culture financière, en fait. J'étais hyper mauvais et je me dis: «Bah, chouette, je vais appeler l'agent IMO». Passer des coups de fil, c'était mon métier, donc j'avais pas cette timidité-là. Il me donne rendez-vous le soir même à 19h et après ma journée de boulot de commercial, je prends le RER A. Je me souviens, je bossais vers Saint-Germain-en-Laye. Hop, je rentre dans Paris et je visite et en fait, c'était un tout petit parking, où tu peux garer qu'une, moto. Même une petite voiture ne rentre pas, même une voiture sans permis ne rentre pas et j'ai fait mon petit calcul, je me suis dit: «Bah, écoute, combien je vais pouvoir louer ça?» J'achète 4 000, je savais même pas à quelle sauce j'allais être mangé sur les frais de notaire. Il s'avère par la suite qu'ils étaient assez élevés parce que ça a été réformé, mais c'était 2 000 € les frais de notaire, donc on est passé à 6. Donc en proportion, c'était beaucoup et je me dis: «Je vais louer ça, 45-50 € par mois, quoi» et du coup, ça me faisait un rendement qui était assez intéressant, charge très faible, 4 € les charges par mois et une taxe foncière très, très faible aussi et en fait, je l'ai surtout fait, Julien, pour avoir le déclic. Où je me dis: «OK», même si mes potes se foutent de ma gueule en me disant: «Mais attends, tu vas gagner 45 balles, tu vas aller chez le notaire, tu vas t'emmerder pendant 3 mois». Mais au moins, si tu veux, j'avais le déclic que je peux avoir des rentrées d'argent autres que mon emploi et à partir du moment où j'ai fait ça et j'ai trouvé un locataire très facilement, je me suis dit: «Mais c'est magique en fait l'immobilier. C'est magique, tu as pas besoin d'être riche, tu as pas besoin d'être super intelligent, d'être super matheux. Tu achètes un bien, tu le mets en location. Si tu trouves un locataire, te verse une rente» et du coup, bah, ça je me suis passionné. Et là, donc du coup, toi, tu pas beaucoup d'imposition? Non, Ouais, je suis en alternance. ouais, voilà. OK. Donc tu payes, bon déjà, tu trouves comment les sous pour, payer les frais de notaire au final? Écoute, j'économise quoi, entre le moment où je signe, je signe la le compromis, enfin la promesse et le moment où je passe chez le notaire, bah, j'économise quand même. Je mange du riz tous les jours, quoi. Tu vois, j'économise, une fois que j'ai le notaire qui me dit: «Bah, ça va vous coûter 2 000 €», c'est la douche froide et là, je mange des pâtes et du riz et qui comptait, c'était d'aller au bout de l'opération, quoi. Tu disais que ça avait été, réformé depuis, mais ça reste assez élevé aujourd'hui quand même les frais proportionnellement sur des petites valeurs, hein, que ce soit un parking ou un appart même à 30 000 €. Raison simple, hein. Tu sais pourquoi? Bah, parce que c'est proportionnel en fait, enfin c'est inversement proportionnel, hein. Parce qu'en fait, il y a des frais de dossier et des frais des honoraires. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils font, 7-8 à peu près comme dans l'ancien, le problème, c'est que sur une petite somme, s'ils font en proportion, bah, en fait, ils bossent pour rien. Parce que si tu veux, il y a des frais incompressibles, tu vois? Entre 300 et 500 € à peu près pour rédiger, tu vois, l'acte de vente ou même le compromis et du coup, bah, si c'est un tout petit montant et qu'ils prennent 7, bah, du coup, ils vont faire bosser quelqu'un dans l'étude notariale pour rien. Donc si tu veux, c'est pour ça qu'il y a des frais incompressibles. Mais même il y a des frais, donc du coup, ce qu'on appelle les frais de notaire, hein, bon, communément, c'est pour les gens qui nous écoutent. Effectivement, il y a des émoluments il y a les émoluments du notaire, il y a beaucoup de taxes, des taxes départementales et cetera. Il y a plusieurs impôts à l'intérieur et effectivement, il y a les honoraires aussi de rédaction, comme tu dis, qui sont, fixes et incompressibles, mais qui sont, on va dire, des fois librement fixés et il y en a qui sont pas librement fixés, mais qui sont, fixés par l'État. La rémunération des notaires, en l'occurrence et effectivement, sans trop dire de bêtises, mais sur, par exemple, un produit à 300 000 €, tu dois être autour de peut-être, 0,8 ou 0,9 du montant, quoi, grosso modo 1 on va dire et sur des petites, des petits biens, tu vas être plutôt à 3-4 donc ça augmente vraiment aussi le prix, quoi. En l'occurrence, je crois que les biens en dessous de 6 000 €, c'est vraiment très, très impacté. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Les frais de rédaction d'actes, sont libres. Après, peut-être qu'à Paris, c'est plus cher qu'ailleurs. Tu vois, il y a aussi ça. Moi, d'ailleurs, je négocie aujourd'hui les frais de rédaction d'actes. Alors l'acte est libre, mais l'émolument du notaire sur la vente, eux, ils sont régis par l'État du coup et ils sont vraiment par tranche et tu vois, d'ailleurs, je viens d'afficher là pour, être sûr de ce que je disais, pas dire de conneries. Effectivement, tout ce qui est plus de 60 000 €, bah, tu es à 0,8 depuis le 1er janvier 2021 là et ça a été 0,8 donc autant dire qu'effectivement, c'est pas beaucoup la rémunération du notaire quand on sait qu'au global, tu en as 8 points à peu près, quoi et par contre, jusqu'à 6 500 €, c'est 3,87 donc c'est énorme, hein, contrairement à 0,8 et après même si tu achètes, tu vois, un parking entre 6 500 et 17 000, au final, tu es à 1,6, ce qui est quand même le double proportionnellement, en tout cas, d'un 0,8 au-dessus de 60 000 €. Donc c'est ça aussi ce qui explique, mais d'après ce que tu dis, c'était encore plus cher avant parce que là, sur ton exemple, c'était 50 au global, Je quoi. crois que ça a été réformé, si je dis pas de bêtises, avec la loi Macron en 2016 ou quelque chose comme ça. Ça a été réduit. Ça a été encadré parce qu'avant, c'était vraiment très, très, très élevé.
Alors pas autant que, les enchères, hein. J'ai acheté aux enchères des parkings, là, c'est terrible. Mutation plus, honoraires des enchères. Là, je crois que je te dis pas de bêtises, je devais être à 40 de frais entre le notaire et les enchères, 40 hein, en proportion. C'est énorme. Mais ça a été réduit un petit peu. Mais ça reste, effectivement, c'est un des points faibles, hein, il f moi, je tiens à être objectif aujourd'hui, à dire les avantages et inconvénients et c'est un des points un peu faibles. OK, bon, en tout cas, tu fais ce premier investissement, du coup, il est assez light en montant, hein, ce qui rend effectivement la chose, assez accessible et derrière, qu'est-ce qui te pousse à en faire d'autres et surtout comment tu fais? Parce que tu t'étais plumé un peu sur le premier au final, donc comment tu fais pour enchaîner? Écoute, comment je fais pour enchaîner? Je me mets à bosser comme un malade, à faire du variable, même si j'en attends, j'avais un peu de variable, à faire du variable, à économiser, à revendre des trucs qui servaient à rien, parce que moi, je suis le genre de mec qui accumule des trucs, des paires de skis, des ordis, des machins, des trucs. Donc, en fait, j'ai un déclic, si tu veux. J'ai un déclic, je me dis, OK, tu vas arrêter d'être, entre guillemets, fataliste en disant, j'ai pas de parents qui me donnent de l'argent, donc c'est mort, et je suis frustré, je suis en colère, etc. Je suis sorti de ça pour me dire, OK, je suis maître de mon bateau, de mon destin et feu. Donc j'ai complètement switché de train de vie et j'ai été très frugal, très, très frugaliste. Et du coup, j'ai réussi en assez peu de temps à réunir 12 000 € et j'ai racheté des places de parking. Là, j'ai fait une affaire de fou. J'ai racheté 6 mini places de parking à Paris dans le 11e pour 12 000 € hors frais de mutation. Quand tu dis mini, il faut comprendre quoi? Tu as 6 places pour 12 000 €. Quand tu dis mini place, du coup? C'est des vraies places de roues au cadastre, comme la première d'ailleurs. Parce qu'après, j'ai divisé des places. Donc il y avait un cadastre, une place voiture, j'ai divisé librement. Puisque je mets pas de, on en parlera après, mais à partir du moment où tu n'ériges pas de mur en dur, tu peux faire un marquage au sol librement sans demander l'accord du conseil syndical ou du syndic. Mais si tu veux, là, c'était une des vraies places au cadastre qui existaient dans la modification du RCP, ça avait été acté. Et du coup, c'était 6 places moto, donc tu vois, 1,10 m sur 2 m, grosso modo, quoi, assez petite pour 12 000 €, donc l'équivalent de, effectivement, de 2 000 € la place. Donc pour un investissement à 12 000 € hors frais de notaire, j'encaisse 300 € par mois. Ah ouais, c'est balèze. On est dans Paris intramuros, où le mètre carré est à plus de 10 000. Ouais. Sans les galères d'un appartement, sans les dégâts des eaux, sans la loi Allure, sans la trêve hivernale, sans les états des lieux. Donc c'est quand même assez séduisant sur le principe, même si après, en volume d'argent, c'est pas beaucoup. Mais moi, je suis comme un malade, quoi. À l'époque, enfin, je me sens pousser des ailes. Et je me dis, je vais dupliquer. Et c'est comme ça que donc du coup là, tu arrives à déjà 7 places au final? Pour la première que tu avais Exactement, là, j'ai achetée, 7 les 6. places. J'ai 7 places à ce moment-là. Et puis après, j'enchaîne. À un moment, je me dis, bah, je peux plus épargner trop, quoi. Et là, je me mets à changer de boulot, à trouver d'autres alternances, à avoir un premier CDD, à avoir des CDI. Et après, j'utilise la dette. Au lieu d'acheter ma RP, je reste locataire et je trouve une banque par un courtier. Je trouve une banque assez sympa à la caisse d'épargne, enfin un conseiller assez bien. J'ai cette chance-là parce que ça dépend beaucoup du conseiller. C'est une femme qui comprend ma volonté. Je lui raconte un peu mon histoire et elle prend la peine de monter des crédits immobiliers, même pour des parkings à 20 000, même à 18 OK. 000. Ce qui est assez rare parce que aujourd'hui, monter un crédit immobilier pour un parking à 20 000 ou un appartement à 200 000, c'est à peu près pareil. Donc ça demande un travail administratif important de la part du conseiller ou de la conseillère. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils proposent plutôt du crédit conso ou travaux, enfin du prêt dédié, si tu veux, à un bien immobilier? Parce que ça demande moins de boulot pour eux. C'est sûr. Ils appuient sur un bouton, il y a pas besoin C'est de ça. trop de Donc décisions c'est uniquement ça. C'est uniquement ça. et les taux sont plus élevés aussi. Et les taux, ils gagnent plus d'argent. Mais bon, toi, c'est moins intéressant parce que si tu veux, si tu as une stratégie de cash flow, c'est pas la même durée, hein. Là, on est sur du 20 ans et sur le conso, on est sur 10 à peu près au maximum. Donc c'est moins intéressant. Donc moi, vu que j'avais une stratégie cash flow, en me disant, bah tiens, j'achète, en plus mon métier c'était commercial, donc je négociais très fort, je négociais fort, 20 ans, parfois je faisais même des différés de 6 mois amortissement intérêt, j'arrivais à faire ça sur un parking, c'est un bouton, hein. Et du coup, j'avais un cash flow à chaque fois intéressant. Et j'enchaînais les opérations et j'étais très peu imposé en perso. Donc, si tu veux, je m'y retrouvais complètement. OK. Qu'est-ce que ça t'inspire vis-à-vis de ton boulot, salarié, tout ça, à ce moment-là? Ça, c'est une bonne question, ça. On m'a jamais posé cette question-là. Qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire que il va y avoir une date de fin, quoi. Ça Ouais. m'inspire qu'il va y avoir une date de fin avec le salarié. Qui pour toi doit arriver le plus vite possible, j'imagine, non? Écoute, non. Non, parce que grand impatient comme toi, pareil,
je me suis dit: «Il faut que j'utilise le système au max». On a beaucoup de chance d'être en France. Tout le temps, on se plaint: «La France, la France». Ouais, moi, je me plains aussi parfois. Mais, on a énormément de chance d'avoir un boulot, tu vois, en France, tu salarié. Alors fonctionnaire, c'est encore mieux, mais, bah, salarié, tu une sécurité quand même de l'emploi si tu déconnes pas trop. Et du coup, je me suis dit: «Bah, je vais vraiment traire la vache jusqu'au à la dernière goutte de lait et je vais faire le max de crédit sur des OP intéressantes et ça prendra le temps que ça prendra», tu vois? Après c'est générationnel. Toi et moi, on est une génération à peu près la même et c'est vrai que la nouvelle génération, tu vas être d'accord avec moi, je pense, c'est qu'à 20 ans, tu leur dis: «Bah, là, tu vas vivre de tes parkings en 10 ans», c'est pas sexy. Ouais. Parce qu'ils veulent tout de suite devenir, libres et cetera et en fait, c'est une fausse croyance pour moi. Donc si tu veux, j'ai patienté et après je supportais moins bien le boulot aussi parce que tu sais, quand tu commences à gagner de l'argent en dehors, tu as un patron que tu admires pas la plupart du temps et qui t'enquiquine sur les trucs, tu as envie de l'envoyer chier toute la journée. Mais bon, tu gardes en tête tes objectifs. Ouais, ça dépend beaucoup à ce moment-là, effectivement, de ton épanouissement finalement au travail, dans ton rôle aussi dans l'organisation Ouais. et du montant des revenus que tu as à côté aussi. Parce qu'effectivement, tu peux pas non plus tout plaquer, du jour au lendemain si les revenus sont pas suffisants. Et moi, c'était pas des boulots alimentaires. Parce que tu en as qui investissent dans l'IMO, ils Mmh. prennent un boulot alimentaire pour avoir un petit 1 500. Moi, c'était vraiment des boulots de cadre, surtout vers la fin, de cadre commercial, chef de projet, marketing, partenariat, dans des belles boîtes, parfois des multinationales. Donc j'avais des postes à responsabilité. Donc, mais je m'éclatais. C'est-à-dire que c'était pas la tannée. Mais, entre m'éclater dans un boulot, et puis vraiment m'éclater moi-même, investir et puis être libre, tu vois, le choix a été vite fait, quoi. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Est-ce que tu peux, on va pas faire toute la chronologie là, du coup, Ouais. de tous tes investissements, ça serait trop long, parce que tu en as quand même quelques-uns, mais tu nous diras d'ailleurs où tu en es peut-être après plus tard. Mais est-ce que tu peux nous faire un petit peu les avantages et les inconvénients d'investissement dans le parking par rapport à l'habitation? Parce que tu as une expérience aussi, Ouais. on va dire dans l'investissement, habitation et qu'est-ce que tu tires de tout ça de manière objective? Écoute, avec le recul de manière objective, je te dirais que, le parking, c'est pas un produit miracle. C'est une très bonne chose pour mettre le pied à l'étrier. C'est un peu l'investissement immobilier pour tous, pour celles et ceux qui ont peur d'engager beaucoup d'argent, qui ont pas forcément beaucoup de moyens. Ça dépend beaucoup d'où tu investis. Moi, je l'ai fait parce que j'étais à Paris. Si j'avais été à Angers ou dans la Creuse, dans la Nièvre, je ne sais où, j'aurais certainement pas acheté des parkings. C'est quelque chose, c'est très urbain. Les avantages et les inconvénients, je dirais que les avantages, c'est mise de départ faible. Tu vois, entre 5 et 10 000, tu commences à avoir des parkings. La législation, elle est très différente. C'est le code civil. Donc ça change tout. Oui, T'as pas, voilà, c'est pas des baux lois allure. Les baux d'habitation classiques qui sont très protectionnistes pour le locataire, clairement. au détriment du propriétaire bailleur, avec tout ce qu'on connaît, les DPE extrêmement exigeants, la trêve hivernale. Il y a des grosses, grosses contraintes qui peuvent se justifier. Je juge pas, tu vois, qui peuvent se justifier pour contrecarrer les marchands de sommeil, etc. Mais le parking, c'est un code civil. Le code civil, c'est un livre ouvert, on met ce qu'on veut, au revoir et merci, on signe. Donc déjà, c'est plus flex, c'est plus souple, pas cher, c'est liquide, ça se revend facilement. Très bon moyen de mettre le pied à l'étrier, de comprendre les étapes. Tu vois, la négo, le pré-contrat, l'acte de vente, passer chez le notaire, la fiscalité. Enfin, tu vois, c'est un bien immobilier. Parfois, les gens pensent que c'est pas de l'IMO. Ils me disent: «Alexandre, mais tu investis dans les parkings, mais t'as pas envie de faire de l'IMO?» Eh bien, c'est de l'IMO. Ouais, ouais. Les inconvénients, par rapport à un appartement, c'est que d'un point de vue patrimonial, ça va pas se valoriser de la même manière. C'est vrai que tu vois, si j'avais acheté à l'époque des apparts à Paris ou des chambres de service, des chambres de bonne, peut-être que la valeur à la revente serait plus élevée. C'est pas sûr, mais peut-être. Donc ça suit pas la même courbe d'un point de vue appréciation. C'est moins, oui, c'est moins patrimonial. C'est moins patrimonial. C'est plus comme des locaux commerciaux finalement. Ça se gère avec un Excel. Et puis en cas de coup dur, tu peux pas y vivre. Il y a un truc rassurant à avoir de l'IMO d'habitation. C'est-à-dire que tu te dis, tu as 2, 3, 4, 5, 10 appartements par exemple ou plus. Tu te dis, voilà, s'il y a une galère, je peux y vivre. Je peux mettre un cousin, une mère, un père. Tu vois, il y a un côté rassurant. Moi, c'est important parce que j'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent, j'étais avec ma mère en location. Moi, j'ai ressenti au plus profond de moi cette espèce de précarité matérielle qui m'a marqué et l'IMO m'a permis ça. Et c'est vrai que le parking, c'est de la finance, tu gagnes de l'argent, mais tu as pas ce côté patrimonial. Donc, moi, je conseille de panacher, de mixer. Voilà, le dernier appartement que j'ai acheté, je l'ai revendu parce que c'était que des galères. C'était un rez-de-chaussée, il y avait les parties communes bruyantes. Du coup, tous les locataires se barraient, la porte d'entrée était trop fine.
il y a eu des dégâts des eaux, enfin bref, et ça m'a saoulé en fait. Les locataires, ils étaient trop gérés en direct. Après, j'ai mis en agence, l'agence me prenait trop de frais. Enfin, c'était trop de défocus. Et ce que j'ai aimé dans le parking, ça c'est encore un point positif, c'est que j'en vois encore deux. Premier, si tu as 50 locataires, tu dérisques. Tu as un mauvais payeur, c'est 50 ou 100 euros en moins. Tu fais all-in sur un immeuble ou un appartement, un immeuble non, parce qu'il y a plusieurs locataires, mais sur un appartement, il y a un souci. Si tu as un mauvais payeur et que tu as un crédit en face et que tu n'as pas de trésor, c'est compliqué. D'accord. Et deuxième élément, tu as moins de charge mentale, puisqu'un parking, tu n'as rien à casser. Donc, si tu veux, c'est beaucoup plus simple. OK, non, mais très clair. Je partage effectivement, si je résume, c'est parking, moins lourd à gérer, Ouais, très clairement, mais moins sexy que l'immobilier parce que, pas de travaux, pas d'embellissement, pas de valeur patrimoniale, pas de on va dire pas de cachet, en tout cas possible dans un parking. c'est vrai. Plus relatif, comme tu dis, aux locaux commerciaux parce que oui, c'est plus des murs finalement et puis à l'intérieur, bah, c'est la voiture qui va être dessus qui va faire, qui va supprimer la place finalement, C'est vrai. on va dire, ou la moto, mais c'est pas les travaux que tu vas faire. OK, ça s'entend et niveau fiscalité du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Bien pour sûr. ceux qui maîtrisent pas? Bien sûr, la fiscalité est très importante, très méconnue aussi, comme tout le parking est très méconnu, mais en général, hein, c'est pour ça que c'est bien qu'on fasse ce podcast, parce qu'il y a plein de zones d'ombre. Fiscalité des revenus fonciers en détention propre, Donc comme la location nue? voilà, c'est pas top, puisque tu as un abattement, tu as le régime du micro-foncier. Tu peux faire le réel ou le micro-foncier. Le micro-foncier, c'est moins de 15 000 euros de loyer encaissé à l'année. Tu as un abattement de 30%, donc en fait, l'État va prendre 70% de tes revenus et va appliquer, si tu veux, ta tranche marginale d'imposition plus la CSG-CRDS. Donc ça peut faire mal si tu fais un boulot et que tu gagnes correctement ta vie, tu peux te retrouver à 47,2 assez facilement. Ouais. 70% de tes revenus, ça fait mal. Donc c'est un vrai problème quand même en détention propre. Bon, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont une petite fiscalité. Après, tu as l'option effectivement de la société civile immobilière que tu peux assujettir en option à l'impôt sur les sociétés. Et là, tu vas avoir le régime fiscal des professionnels, des sociétés. Donc, le taux réduit à 15% si tu fais, je crois que c'est 40 ou 42, ça a baissé avant, c'était 38 000 et quelques. C'est 42 500, ouais, Voilà, ça a changé, c'est 42 500. Et du coup, tu as 15% d'IS sur les bénéfices. Ça bien change sûr. tout, hein. Sur les bénéfices, pas sur les revenus. Parce que parenthèse d'ailleurs, Alexandre, désolé de te couper, mais effectivement sur le régime du revenu foncier, la problématique que tu peux avoir, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le cash squeeze, c'est te retrouver à payer, des impôts sur du pognon qui te sert à rembourser des crédits, en C'est ça. fait et du coup, finalement, ne pas t'enrichir, mais faire la mécanique contraire, c'est-à-dire t'appauvrir en remboursant des crédits et en payant des impôts à la fois, quoi. Exactement, donc il faut faire gaffe. Après, donc il y a la partie SCI pour les gens un peu plus avancés. Il y a un vrai sujet, par contre, ça je voulais en parler, c'est un vrai point. Il y a pas mal de divergences entre les experts comptables sur l'amortissement comptable du parking. Ah oui, Et oui, parce que certains vont considérer, surtout les parkings en copropriété sous les immeubles, certains vont considérer que c'est du bâti, d'autres que c'est du terrain uniquement. Le terrain, on l'amortit pas. Le bâti, on peut l'amortir. Donc il y a un vrai sujet d'amortissement comptable. Je le vis moi-même au quotidien, parce que j'ai eu plusieurs experts comptables et parfois ils se contredisent. Mais ce qu'il faut retenir, si tu veux, sur le volet fiscalité, c'est que on est quand même très imposé en France sur le revenu foncier. Donc n'achetez pas, je vous déconseille d'acheter des batteries de parking en direct parce que vous aurez assez mal fiscalement. Donc ça peut être bien de le faire. Par exemple, tu vois, pour quelqu'un qui démarre, c'est bien. Des jeunes, les femmes aussi se mettent beaucoup à investir, c'est super. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui me contactent, peut-être 60-70%, qui se mettent à investir. Pour un premier investissement, investir un bien immobilier, tu vois, comme un parking à 15 000, c'est très bien. Ça fait moins peur qu'un investissement à 200 000. Et après, si vous voulez passer sur du plus gros, soit vous achetez des batteries de parking en SCI, et là, vous envoyez du lourd sans les contraintes d'un appartement, ou alors vous partez sur de l'appartement meublé, par exemple, où il y a des dispositifs fiscaux qui sont bien plus avantageux. et si tu as dans le même immeuble un appartement meublé et un parking, est-ce que ton parking peut être rattaché comme une dépendance du logement meublé et donc rentrer dans ton LMNP? Ou est-ce que du coup Non, pas à ma connaissance, non. OK, Ce serait à creuser, mais j'ai jamais eu le cas de figure, mais à ma connaissance, tu peux pas faire du LMNP sur un parking. même si c'est une dépendance directe de l'appartement, je pense à partir du moment où il y a 2 baux différents effectivement. C'est 2 bouts différents, c'est après si c'est le même bail, si ça fait Oui, partie le même bail, je pense si que ça tu fait peux l'écrire. oui, je pense que si ça fait partie, si tu veux, de l'appartement, c'est dans le bail de location, il y a en plus un parking, comme c'est souvent le cas, hein. Oui, Je pense que tu peux le faire. En revanche, tu fais 2 baux de location,
C'est 2 fiscalités différentes, 2 régimes différents. Mais c'est intéressant comme point. OK. J'avais un truc, tu vois, qui me venait à l'esprit parce que j'ai le cas, bon, alors moi, j'ai pas grand-chose j'ai pas de parking d'ailleurs, par, ouais, si, mais bon, on va dire que je les garde, quoi. Je les loue pas et après j'ai 2 garages, tu vois, que je loue pas aussi. Je m'en sers pour stocker, ben, on va dire des stocks tampons pour le patrimoine qu'on a, hein, et autres, et du coup, là, j'en ai libéré un, donc du coup, je voudrais le mettre en location. Ouais. Et je me pose la question, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Donc, ton livre m'a inspiré là, sur le fait effectivement de me dire je vais le louer à des 2 roues parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans des collectifs et qui se privent, d'acheter, la moto de leur rêve ou le scoot, le scoot qui leur ferait gagner beaucoup de temps de trajet et cetera le matin, mais parce qu'ils ont pas envie de le faire dormir dehors, parce qu'il y a des risques de vol et cetera. Et du coup, je pense effectivement, comme toi, qu'il y a une grosse demande là-dessus, et c'est un garage qui fait 5 mètres par 3, tu vois? Donc fermé, dans une résidence qui est fermée. Donc, c'est un garage extérieur, mais dans une résidence qui est elle-même fermée, qui est plutôt bien tenue, hein. C'est pas un C'est box, hein, dans c'est une des place ouverte en sous-sol. Non, non, c'est à l'extérieur, c'est à l'extérieur. C'est un garage classique dans les résidences années 90-2000, tu vois? Et c'est fermé dans un box à l'extérieur ou c'est ouvert? Non, non, c'est vraiment un garage, c'est fermé. Ah, Il y c'est a fermé, il y OK. a 3 murs. Ouais, ouais, il y a 3 murs, une porte OK. de garage, et la résidence elle-même est en plus sécurisée avec un portail et un bip, quoi. Tu vois, pour te dire, il doit y avoir, 15 apparts dans la résidence et il y a que 4 garages, tu vois? OK. Ah ouais, donc Tout, et il après il y doit a y avoir que de des la demande. parkings. Mmh. Donc, et là, tu vois, j'y suis allé ce week-end, je me suis dit qu'on allait enregistrer, donc j'y suis allé un peu avant. Je suis allé prendre quelques mesures. Donc il fait 5 mètres par 3, et moi je voulais idéalement, tu vois, dans mes rêves les plus ambitieux, mettre 4 places de moto, tu Mmh. vois? Et je sais pas, j'ai pas réussi en fait. J'ai pas réussi à me dire ce sera suffisamment confortable pour en mettre 4. Donc qu'est-ce que tu pourrais, alors dans ton bouquin d'ailleurs, tu partages des schémas, tu partages des dimensions, minimales, on va dire tolérables pour les parkings moto et notamment et voitures. Qu'est-ce que je peux faire sur un 5 par 3 en fait pour optimiser au mieux, mon rendement? Moi, je te conseillerais, en termes de dimension, ce qu'il faut, c'est que tes clients, tes locataires, qu'il faut traiter comme des clients, bien les traiter. Tu fais, si tu veux que ce soit confort, tu fais 1,20 m de large sur 2 mètres, 2,20 m de long. Ouais, Tu minimum 1,20 m de large, je vais te dire pourquoi. Parce que la moto ou le scooter, tu peux le mettre sur la béquille. Et sur la béquille, ça te déporte un peu. Donc, il faut que tu aies entre 1,10 m et 1,30 m pour que la personne soit confort. Faut pas les ranger en sardine, sinon il va y avoir de la rotation. Donc ça sert à rien. Deuxième point, valide bien qu'il y ait de la demande aussi pour le 2 roues. Tu peux mettre une petite annonce un peu fictive sur les ou mettre des petits mots si tu es dans la résidence, ça peut être pas mal, tu vois. Tu mets des petits mots dans les boîtes aux lettres ou dans un endroit un peu sympa où tout le monde voit et tu dis bah je propose. Tu peux faire ça. Tu peux faire je propose 50 € par mois, charge comprise, une place de parking et tu vois s'il y a de la demande. Mais voilà, si tu veux, je peux pas raisonner mathématiquement sur ce que tu me dis. Ce que je pourrais te dire, c'est tu gardes au minimum, moi c'est ma reco, 1,20 m de large pour 2 m, 2,20 m de long. Parce que si tu veux des scooters et des motos, il y a toutes les tailles, hein. Ça peut être un petit 50, une mobilette. J'ai une cliente qui a une mobilette là, tu vois. Et ça peut être une Harley Davidson ou une Honda Goldwing ou des trucs improbables. Donc il faut que tu prévois large, quoi. Et il faut qu'ils aient du confort. En fait, il y a une croyance que le parking, bon bah c'est moche, ça pue, donc on fait un truc petit et tout. Non, les clients sont exigeants tout le temps. ouais, donc ça conforte ce que je me suis dit, c'est que 4 c'est peut-être un peu trop. Je vais me limiter à 3, plus confortable, et OK. Ouais, ouais, la fausse annonce, je voulais la mettre effectivement, je voulais prendre des photos, faire un peu de marquage au sol, rapido, et le faire ce week-end, je l'ai 150 pas fait. euros, 3 fois 50. Et après, ça dépend. Est-ce que tu l'aurais plus cher avec un seul véhicule? En fait, sur une voiture, je suis à entre si c'est bien loué, 120, et si c'est loué plutôt vite, 100, tu vois? Ouais, après, il faut que tu vois s'il y a un intérêt. Tu vois, 120 et 150 avec des 2 roues. Tu as 3 locataires de 2 roues pour gagner 30 € en plus. Potentiellement, tu as 3 fois plus de boulot, 2 fois plus. Donc, tu vois, faut que. Moi, ce que je conseille, c'est s'il y a une vraie différence de prix. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui me dit je gagne 80 avec mon parking avec une voiture et je gagne 180 avec 4 motos. Ouais, 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 ouais. Mais là, pour 30 €, je sais pas si ça vaut le coup. Mais tu peux. Mets une annonce avant de mettre un marquage au sol. Mets une annonce et tu vois un peu si ça mord. Et si tu vois une grosse demande, si tu vois que le téléphone sonne, boum, tu fais un marquage propre. OK. Ouais, mais je vais faire ça, ça me permettra de jauger aussi le Ouais, prix. il faut que tu jauges avant. C'est ce que je dis aux gens, en fait. Tous les gens que j'aide, qui me contactent, que j'accompagne, ne vous la coloc moto, moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais un des premiers à le faire à Paris et en France. Ça a cartonné. Maintenant, Indigo, Interparking le font, tout le monde le fait. Mais c'est bien là où il y a de la demande.
Moi, j'ai des gens qui ont voulu faire comme moi, dans des coins un peu perdus de la France. Bah, ils m'ont dit: «Ouais Alex, ça sonne pas trop le téléphone». Ouais, mais il y a un besoin ou pas? Ah ouais, non, bah, tu vois? Ouais, ouais. Non, mais je vais le tester. Bon, après, on est en pleine Toulouse, 300 mètres d'une future station de métro, je pense que Et ça sent bon là, ce que tu me racontes, c'est bien. mais OK. Bon, je vais faire le test, merci. Après, il y a une autre question que je me pose, c'est si je dois revendre, tu vois, ce garage, bah, du coup, si je le file à une agence, bon, en vrai, je suis une agence aussi, donc je me le file à moi-même, mais grosso modo, admettons que je sois pas une agence, si je le file à une agence sur un parking, ça prend vite entre 2 000 et 4 000 € d'honoraires. C'est à la folie, hein, les honoraires d'agence sur les parkings et sur les garages. C'est souvent, allez, autour de 20. D'ailleurs, c'est forfaitaire, mais ça représente souvent autour de 20. Est-ce que c'est pas un frein, ça, à la vente et à la prise de plus-value à la revente? Ouais, après il faut que tu trouves des agences qui prennent un peu moins cher. Il doit y en avoir qui sont spécialisées dans le parking, ou sinon il faut que tu négocies. Parce que quand tu achètes, tu les prends déjà, ces honoraires au final, tu vois? Tu payes beaucoup d'honoraires alors le 1er exemple que tu as donné tout à l'heure, effectivement, il est anecdotique parce que souvent quand même, i les honoraires sont beaucoup plus élevés, sur les parkings et donc après tu les redonnes à la sortie aussi si jamais tu veux pas le vendre tout seul, hein, parce que ça peut arriver aussi de pas être sur place ou autre aussi, de devoir déléguer. Donc je me dis quand même, ça te fait, ça t'augmente vachement finalement le coût du parking, Oui, quoi. bien Ça te sûr, dégrade ta rentabilité à échéance. il faut bien le négocier et après la vente, c'est l'offre et la demande, hein. Dans Paris, si tu veux, tu as des au sein de même quartier, tu as des places qui vont se vendre 40 000 et des places qui vont se vendre 20 000. S'il y a de la demande en fait, ce que je disais récemment dans une émission, c'est que le parking, c'est un bien de «luxe» entre guillemets, dans le sens où c'est pas un besoin élémentaire. On a tous besoin de se loger. Ouais. Donc le parking, c'est déjà quelqu'un qui crève pas de faim, qui peut déjà se loger et qui se dit: «Ah bah, je vais loger ma moto, mon scooter, mon vélo électrique, ma voiture». Donc déjà, c'est quelqu'un qui est dans le bien, dans le confort. Donc qui est pas, tu vois? Cette personne-là est prête à acheter ton parking s'il a une voiture sympa à louer, à garer, s'il veut faire du stockage dans un box, s'il a une moto à 10 000 € et cetera. Donc si tu vises une clientèle ou si tu peux avoir une clientèle qui veut se faire plaisir, ils sont prêts à payer très cher et tu fais une plus-value. Donc en fait, il faut comprendre, moi j'ai toujours fait ça dans toutes les places que j'ai eues, c'est que j'ai toujours cherché à comprendre à qui je voulais louer ou à qui je voulais vendre. Donc négocier bien le parking en amont, c'est important de bien le négocier. Ça se négocie assez facilement au parking parce que les gens connaissent rien au parking. Les vendeurs connaissent rien. Un coup sur deux, c'est un héritage. Un coup sur deux, c'est je déménage ou je quitte ma femme, mon mari, machin. Donc les gens, ils sont, ça, en fait, ça les fait chier un parking. Je les comprends, hein. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est une épine dans le pied un parking pour un propriétaire qui veut s'en séparer. Et du coup, on peut négocier fort et après, il faut bien le valoriser et ça peut se vendre cher. Donc on peut faire une activité de marchand de biens avec du parking. Moi, c'est pas ce que je fais. OK, bon, très clair. Écoute, fiscalité, on a vu. L'intérêt de diviser pour, mieux rentabiliser, on va dire, on voilà, on l'a vu, c'est effectivement très intéressant. Les honoraires, l'enchaînement, OK. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement, toi, où tu en es aujourd'hui, sur ton parc justement et quels sont les on va dire les leçons que tu peux en tirer, par exemple voiture versus moto, tu vois? Colocation de parking ou juste, pas t'embêter, acheter un bon parking bien acheté, bien loué. Ouais, aujourd'hui, un peu moins de 100 places. Ma vocation a toujours été de faire une foncière, donc d'avoir de l'immobilier, qui me rapporte des loyers. Donc je suis pas dans une stratégie d'achat-revente. J'ai commencé avec de la colocation parce qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin, il y a toujours un besoin dans les villes. Ce que j'observe depuis que j'ai sorti le bouquin, que c'est quand même très bien vendu, donc il y a pas mal de gens qui m'ont copié, surtout à Paris, que bah, le téléphone sonne un peu moins pour moi. Quand j'ai une rotation, c'est un peu les gens qui ont entendu parler qui font comme moi. Il y a des grosses opportunités dans plein de villes en France. Toutes les villes, les grosses villes et les villes moyennes, il y a des grosses opportunités. Là où il y a du cœur de ville, là où il y a une piétonisation, il y a de grosses opportunités. À Nice, à Angers, à Lille, à Bordeaux, plein de villes, il y a des opportunités. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que faut regarder l'urbanisme en fait. Il faut comprendre l'urbanisme quand on fait du parking. Les cœurs de ville, de plus en plus, ils se piétonisent. De plus en plus, on ne peut pas se garer. De plus en plus, si tu veux, les places de parking, ça devient autre chose. En voirie, hein, je parle. Du coup, les gens qui veulent garer une voiture de collection, qui veulent faire du stockage parce qu'ils n'ont pas de cave dans l'ancien, parfois, sauf dans les immeubles bourgeois haussmanniens, dans les immeubles plus modestes anciens, il n'y a pas de cave. Ou qui ont des motos sympas et qui veulent pas se faire abîmer la moto en voirie par les intempéries, par les dégradations, ils seront toujours prêts à payer. Donc il faut aller targeter ça. Donc moi, ma vision, c'est qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de parking moto parce qu'il y avait une opportunité. Quand je veux pas m'enquiquiner, je mets des voitures.
À Paris, la voiture, il y a moins de 20 des gens qui ont une voiture personnelle. Il faut s'accrocher. Alors qu'il y a beaucoup de 2 roues pour Il y le a coup. beaucoup de 2 roues. C'est devenu payant aussi, je ne sais pas si vous avez noté ça, mais depuis 1 an, depuis septembre 2022, pour les véhicules 2 roues thermiques, quand même, je me suis acheté un scooter électrique pour pas être obligé de payer, mon ticket, quand je me gare, j'ai un rendez-vous. Eh oui. Mais voilà, il y a encore des opportunités. Pour te répondre, il y a encore des opportunités. Aujourd'hui, je me diversifie aussi, tu vois, dans d'autres business comme l'investissement dans les entreprises, etc. Mais je continue à acheter régulièrement parce que je suis passionné aussi. OK. Tu vas nous parler de cette diversification. J'ai une dernière question là sur les parkings. Souvent ou pas, je sais pas, mais en tout cas parfois, dans les règlements de copro, il est interdit d'utiliser un parking en mode stockage. Tu vois, tu parlais de gens qui veulent stocker des choses et qui ont besoin d'espace et souvent le parking doit être à usage exclusif d'un véhicule. Est-ce que tu as déjà eu des cas là-dessus où tu vois, des locataires à toi ont finalement stocké et on est venu t'emmerder parce que ton locataire stockait à la place d'y mettre un véhicule? Alors non, parce que si tu veux, moi, ma stratégie, ça n'a pas été d'acheter des box, ça a été d'acheter des places ouvertes en copropriété. OK. Donc du coup, parce que vu que je mettais beaucoup de 2 roues, il n'y avait pas d'intérêt à mettre des 2 roues dans un box versus mettre des 2 roues sur une place ouverte. Parce que dans le box, ça allait, si tu veux, ils allaient ouvrir la porte, et cetera, et ça allait faire de l'usure. Et vu que j'étais un peu feignant, je voulais pas avoir à changer, à gérer une porte qui grince, qui s'ouvre, mettre un coup de WD-40, et cetera. Donc j'ai fait la formule la plus. Mais on n'a pas le droit de changer l'usage d'un parking. Vous n'avez pas le droit d'avoir une place ouverte et d'un coup, d'avoir un locataire qui met des meubles, qui met des canapés, et cetera. Vous changez l'usage. À discrétion, on peut le faire dans un box fermé, parce que là, c'est pas à la vue de tous. Mais au même titre que dans une copro, si vous achetez un appartement, vous pouvez pas théoriquement, vous pouvez pas repeindre la porte d'entrée. C'est ça, c'est voté ça. On dit bah voilà, ça va être marron, ce marron-là. Vous pouvez pas non plus changer ça, et on peut pas boxer sans autorisation. On peut pas ériger un mur en dur sans autorisation. Par contre, on peut faire un marquage au sol. Ça, c'est hyper important. J'ai plein de questions sur ça. On peut faire un marquage au sol à ce moment où on peut à tout moment l'enlever, etc. Mais on ne peut pas faire un truc en dur. En revanche, si vous voulez faire une colloque de roues, assurez-vous bien de pouvoir avoir des bips, parce qu'il y a des syndics, il y a des conseils syndicaux qui font une rétention et qui sont difficiles sur ce point, et on a du mal à obtenir des bips. C'est jamais justifié, mais c'est de la jalousie, ça les enquiquine. Tu sais, il y a toujours des gens qui payent des charges, qui ont des places vacantes. Ah, le petit jeune, il a 3 motos, combien il gagne? 150 par mois. Moi, j'ai pas le courage de le faire, mais j'ai envie de lui mettre des bâtons dans les roues. Bah, tu vois, donc c'est plus discret quand tu as un box. L'avantage du box, ce que tu fais à l'intérieur, stockage pour ton locataire, coloc, c'est plus discret. Place ouverte et à la vue de tous, donc forcément, ça peut attiser les mauvais regards. Bon après c'est la vie de la copro, hein, C'est c'est la vie de la effectivement copro. Mais le parking n'échappe pas à la vie de la copro. ouais, ouais, très clair et jamais très linéaire. Alors je veux bien qu'on parle maintenant effectivement de ta diversification, donc tu as bien consolidé avec des parkings, donc une centaine de parkings tu disais, je sais pas combien ça fait de loyer, mais j'imagine dans les 5 000 non? Si on doit Ouais, 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 à peu près, c'est variable parce que là, j'augmente mes prix. Mais à un moment, les prix baissaient, et cetera, en fonction du marché. Mais c'est oui, oui, c'est de cet ordre-là, et j'ai pas énormément de dettes. J'ai pas énormément de dettes là-dessus, donc j'ai un delta qui me permet ça m'a permis, si tu veux, de quitter un boulot de cadre commercial, confortable. donc là tu as tout quasiment tout structuré en personne morale à part les premiers que tu avais achetés en nom propre, c'est ça? Ouais, c'est un panachage si tu veux, j'en ai en personne physique, j'en ai en personne morale. Ça m'est arrivé d'en racheter en personne physique alors que j'avais déjà la SCI constituée. Moi, je veux diversifier les investissements et diluer le risque. Donc, il y a des avantages dans l'un comme dans l'autre. Donc, je veux, tu sais, mon but aujourd'hui, c'est d'avoir des sources de revenus différentes. Alors justement, j'ai cru comprendre qu'effectivement tu avais une appétence à investir dans des petites boîtes, naissantes, ou en amorçage en tout cas qui avaient besoin de fonds. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Qu'est-ce qui t'anime là-dedans aussi? Pourquoi tu le fais? Écoute, tu vois, Julien, après avoir été très prudent avec des petits investissements parking, immobilier, pendant 10 ans, tu vois, une éternité pour les millennials, tu vois? Bah, c'est très bizarre. C'est qu'à un moment, tu vois, je bossais jusqu'en mai 2022, je bossais en tant que salarié, donc j'avais en side business tous mes parkings, et cetera. J'arrivais à gérer, hein, c'était OK. J'ai sorti mon bouquin chez Erol le 16 juin, boum, il est sorti, et ensuite, j'ai arrêté avec mon employeur. Je lui ai dit: «J'ai envie de faire autre chose». Ils ont tout à fait compris, et je me suis retrouvé avec un peu d'argent parce que Tu as j'avais réussi à avoir une économisé. rupture conventionnelle du coup? Ouais, j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle, et puis j'avais un appartement que j'ai revendu, puis j'avais beaucoup épargné, donc j'avais un peu d'argent.
et du coup, je me suis dit: «Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la suite?» Et j'ai créé une boîte pour un d'investissement, mon propre petit fonds d'investissement que j'ai placé en haut de mes 2 autres sociétés, et je me suis mis dans des clubs d'investisseurs de business angel, des vrais clubs de business angel, en expliquant de manière très humaine, mon histoire et ils ont trouvé ça intéressant et je me suis mis à investir dans des startups. Alors, j'ai gardé le côté prudent d'immobilier puisque j'ai investi aussi dans des business physiques. OK. C'est-à-dire pas des trucs trop Web3, crypto, nébuleux, sombres, avec tout en noir, avec du fluo, un truc un peu bizarre. J'ai plutôt investi dans des startups qui vont vouloir développer à fond, tu vois, des chaînes de boulangerie, des nouvelles chaînes de restauration, tu vois, assez dynamiques et agressives commercialement en termes de roadmap. Et j'ai quand même investi pas mal, hein, plus de 150 000 euros là en 7 mois, hein. OK, cool. Avec des tickets moyens à combien du coup? Oh, des tickets moyens entre 10 et 15 000 euros. Les plus gros tickets que je mets, c'était 20 000. Et après, les plus petits, c'est 5. Ça m'est arrivé de mettre moins, mais vraiment quand on est dans des club deals avec plusieurs investisseurs et que je veux vraiment le faire pour le geste et pour bénéficier du réseau peut-être de l'entrepreneur ou par solidarité, par amitié. Mais grosso modo, les tickets sur ce type d'investissement, ils sont en moyenne de 15 000 euros. C'est quand même assez élevé. Enfin, c'est quand même assez élevé pour quelqu'un qui était salarié il y a encore 1 an. Oui, oui. J'ai pas vendu une boîte, je suis pas milliardaire, donc c'est quand même assez élevé et du coup, c'est beaucoup plus risqué. Donc je recommande vraiment pas forcément, mais moi j'avais envie en fait. Ça m'a vraiment attiré de rentrer en fait, quand tu es investisseur dans les startups, tu es un peu entrepreneur par procuration. C'est-à-dire que tu vis l'adrénaline de l'entreprise, mais tu prends moins de risques puisqu'il est juste financier et tu as moins de stress. Donc je voulais vivre cette adrénaline vu que j'avais arrêté de bosser. Je me faisais chier. Eh oui. Bah, tu vois, je courais, j'aime bien courir, je joue au tennis, tu voyages, tu joues au tennis, bon, tu fais du sport, tu passes du temps avec ta famille. À un moment, tu te dis, quand tu as habitué à bosser beaucoup: «Qu'est-ce que je vais faire?» Donc j'avais envie de revivre cette adrénaline et c'est un bon moyen de le faire. Ouais, je partage, totalement parce que je l'ai fait aussi à plusieurs reprises, même si je le fais beaucoup moins maintenant, mais je l'ai fait à plusieurs reprises. Effectivement, tu te sens investi un peu par procuration, dans cette boîte, mais c'est pas toi qui fais le job en plus pour le coup, Ouais. parce que toi, au final, tu es extrêmement passif. Alors tu peux avoir un rôle actif aussi, parfois, Moi, je c'est prends des d'avoir 1%, tu vois, j'ai 1% dans les boîtes. Si tu veux, c'est des boîtes assez valorisées déjà, 2-3 millions, 4 millions parfois. Donc si tu veux, je suis vraiment un petit investisseur, hein. ouais, ouais. Mais oui, oui, mais ça n'empêche pas que, voilà, ça puisse, t'intéresser et que tu as une appétence, j'imagine, avec, tous les marchés dans lesquels, tu as pu investir et que tu fais pas ça Dans par cette boîte de hasard ou que parking, pour j'ai investi, tu vois? J'ai investi ah ouais? ouais, ouais. Ah ouais? Ils me connaissaient déjà et pour la petite anecdote, ils avaient même des candidats qui venaient postuler dans leur boîte, qui venaient avec mon bouquin dans les mains, ils disaient: «Ah machin, un truc», donc ils connaissaient à travers le bouquin Trop bien et ça. ouais, ouais, c'est incroyable. Tu es auteur aussi, hein, tu vois? Ça nous apporte enfin, je sais pas comment tu as vécu cet aspect auteur, mais c'est vrai que c'est hyper gratifiant quand tu as quelqu'un qui t'envoie un message, tu vois, sur les réseaux sociaux et qui te dit: «Merci Julien, merci Alexandre, ton bouquin m'a motivé». Enfin moi, ça m'émeut quoi, tu vois? Et là, je me dis: «Ça vaut le coup d'avoir fait beaucoup de sacrifices quand même». Ouais, je suis d'accord, je partage totalement ces retours, les feedbacks sont importants. Beaucoup le pensent mais le font pas aussi, hein, donc c'est bien quand les gens le font et te font des retours positifs. Mais oui, oui, ça fait toujours plaisir parce qu'on le fait aussi pour, voilà, pour que ça serve à des gens et entre toi et moi, voilà, on sait très bien que, c'est pas en vendant un bouquin 24 € et en prenant, parce qu'en plus toi tu l'as fait éditer, donc par un éditeur, donc tu dois récupérer 10 du bordel, non? Ouais, ouais, tu un bah, alors c'est pas propre à mon éditeur, c'est propre à tous les éditeurs, très mainstream de la place, tu vois? Les plus gros, dont Erol fait partie. Le contrat basique, je parle pas des stars, hein. Les stars, elles ont un avaloir, elles ont une attachée de presse dédiée dans la voilà. Le contrat basique, c'est 8, 10, 12%. Tu as 8% sur le hors taxe, sur les ventes hors taxe. Si tu fais alors je dis peut-être des bêtises, mais entre peut-être 0 et 1 500 exemplaires. Grosso modo, entre 1 500 et 4 000 5 000, tu vas être à 10 et au-delà de 5 000, ce qui est 5 000, c'est fort quand même. On est dans des niches, surtout moi dans le parking. Toi, tu es un peu plus grand public. Là, tu vas aller taper les 12%, et puis tu es payé souvent 1 an après, hein. Ouais, c'est bah, j'avais effectivement, j'avais discuté avec un éditeur à l'époque. Ça m'avait ouais, j'avais fait le choix finalement voilà, de le faire en auto-édition. Ce qui est plus complexe parce que si tu veux te développer effectivement au niveau retail, dans tous les magasins physiques, tout ça, bah, faut que tu fasses le job toi-même. C'est assez compliqué. Moi, je l'ai jamais fait pour le coup parce que Tu voilà. as quand même pas mal de commentaires, je suis allé voir sur Amazon et tu as des super Ouais, mais c'est mon unique canal par contre, tu vois? ouais. J'ai que Amazon pour le coup. Alors, la le vendeur à la Fnac, il peut le commander, mais
ouais, mais très peu le stock au final. Alors moi, tu vois, l'avantage, alors je gagne rien quasiment, enfin très peu, mais l'avantage, c'est que, tu vois, quand je me balade parfois dans les Fnac, je vois en tête de gondole. Eh oui, oui. Ouais, ouais. Non, non, moi, c'est clair que non, c'est clair que non. Donc c'est que du online et j'avais fait une édition à part que j'avais édité moi-même sans Amazon et du coup, j'avais un peu rendu premium et elle, effectivement, je l'avais en stock et tu vois, je pouvais aller pousser du stock à la Fnac, chez Cultura et cetera. Mais voilà, il faut que tu arrives à convaincre le mec qui tient le rayon, enfin, tu vois, il faut qu'il t'en prend un, 2, 3 et pour un boulot monstrueux. Par contre, moi, j'ai pas le droit de vendre mon bouquin. Ah ouais, tu peux pas le vendre direct? Ah ouais. Toi, tu peux le vendre. Imagine, tu as quelqu'un que tu veux accompagner, que tu veux aider, tu peux vendre le bouquin. Moi, j'ai pas le droit de le faire. Donc, tu vois, j'ai pas le droit de le faire. Donc, c'est 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 une stratégie différente, mais un éditeur, ça te donne une visibilité dans les médias. Après, ce qui est cool, c'est que, tu vois, alors bon, j'avais pris une attachée de presse, qu'en fait, il me proposait pas vraiment d'attaché de presse. Tu vois, moi, c'est un enjeu fort. C'est au moment où je quittais mon boulot, j'étais bien payé, tu vois, j'ai la voiture de fonction, le truc, le machin. Donc moi, j'étais stressé, tu vois? Je me dis: «Tiens, le bouquin, il doit cartonner». Et du coup, j'ai pris une attachée de presse, on a fait un plan, on a eu quand même pas mal de belles presses. Et bon, bah, après, tu sais, tu à la tête dans les étoiles, puis tu redescends quelques mois après, il y a pas le virement de l'éditeur, et puis, tu sais, quand ça retombe, tu te dis: «Bon, bah, on va retourner bosser, hein». Ouais, c'est ça. La gloire est éphémère, Ouais, comme c'est on dit, donc ça éphémère, va très mais vite et c'est un truc à vivre, tu vois? ouais. Ouais, non, mais carrément, carrément. Et d'ailleurs, moi, je prévois d'en réécrire un autre dans 2 ans, je pense, tu vois? Ça fera 5 ans que le mien est sorti et je pense que c'est pas mal de faire un suivi. Ça prouve aussi aux gens que tu es encore là, et que tu vois que tu étais là il y a 10 ans, tu seras encore là dans 5 ans. Bon, voilà, ça, je J'ai pense que envie d'en écrire d'autres aussi, hein. Je ouais, c'est une bonne expérience. C'est génial. Franchement, enfin, je sais pas ce que ça a apporté toi, mais moi, ça change quelque chose, quoi, d'écrire un bouquin. Puis là, les gens te voient différemment. Puis en fait, tout le monde veut écrire un bouquin. Tu sais, moi, je parle autour de moi, dans les séminaires que je fais, les masterminds, et cetera, ou même l'entourage, et il y en a plein qui me disent: «Mais tiens, tu peux me connecter avec ton éditeur? Tiens, est-ce que tu peux?» Ouais. Tu vois, tout, enfin, ça en fait, je sais pas si tu l'as vécu, mais ça exerce une espèce de fascination, de la part des autres, quoi, donc qui est justifiée ou pas, mais bon. Donc ouais, ouais, je vous le conseille, hein, si vous avez envie un jour. Ouais, quel que soit le sujet, je pense qu'il faut que ce soit un sujet passion parce que sinon c'est chiant d'écrire sur un truc qui nous plaît pas. Mais effectivement, c'est une réelle expérience et ça fait toujours plaisir aussi, même pour soi, sa famille et cetera, de dire, voilà, tu as écrit un bouquin, il y a un truc, c'est là, ça existera toujours en fait parce que voilà, à Ouais. partir du moment où il a été édité une fois, il est là. OK, chouette Alexandre, bah, écoute, on a fait un bon échange sur les parkings, mais aussi sur, d'autres choses, hein. On a parlé de mindset, on a parlé d'investir dans des startups, on a parlé un peu d'IMO aussi, classique, hein, parce qu'on a fait la comparaison avec les parkings. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose toi, pour clôturer cet épisode? Écoute, moi, Julien, te remercier. C'était, vraiment un grand plaisir. Puis, faire comprendre aux gens qu'on a de la chance d'être en France, on a la chance de pouvoir avoir des crédits. En ce moment, c'est un peu plus compliqué malheureusement, mais en fait, je pense qu'on est très gâtés en France, et il faut avoir l'humilité de le reconnaître, et s'en servir utilement. Et les gens qui ont un boulot, qui ont un CDD, qui ont un CDI, qui sont fonctionnaires, même avec des petits salaires, et qui n'investissent pas, alors je prêche pas pour ma paroisse, je parle pas du parking, mais qui n'investissent pas dans l'immobilier, en général, ils se coupent de quelque chose, en fait. C'est un manque à gagner. Moi, je recommanderais vraiment à tout le monde de désactiver les peurs que tout le monde a et d'investir. Est-ce que ça va être un appartement, sur un bail à longue durée? Est-ce que ça va être de la courte durée? Est-ce que ça va être un parking, une cave, un immeuble? Peu importe. Mais franchement, vous avez des opportunités. Tout le monde se plaint du pouvoir d'achat. C'est clair que tout augmente, c'est horrible, tu vois? Mais pour contrecarrer ça, on a la chance en France quand même d'avoir plein d'avantages, et si on a la chance d'avoir un contrat de travail, on peut aussi investir quand on a sa boîte, mais c'est un peu plus compliqué, surtout au début. Bah, il faut vraiment, ne vous coupez pas de ça. Donc c'est un peu bateau, mais je trouve que vraiment il faut penser, s'inspirer, lire des bouquins. Tu vois, il faut lire ton bouquin, le mien, les autres, écouter des podcasts. Tu vois, enfin, ton podcast, c'est incroyable. Ça rassure les gens. En fait, les gens, ils investissent pas pour une raison simple, c'est qu'ils ont peur. Peur que ça se loue pas. Peur qu'il y ait un problème. En fait, c'est que des peurs. Parce qu'on décide toujours par émotion. Et après, on justifie par la raison. Mais c'est l'émotion. Et en fait, il y a des gens, émotionnellement, si ça les bloque l'IMO, parce qu'ils disent, putain, oh là là, j'ai pas trop de locataires, j'ai un crédit, j'ai un machin. Et ils se coupent d'une liberté, de détente aussi, parce que tout le monde ne peut pas être rentier, sur un cocotier, hein. Tu en as plein qui veulent juste un peu de beurre dans les épinards. Franchement, quand tu peux avoir même, tu vois, soyons modestes, mais quand tu peux avoir 200, 300, 500 000 € en plus par mois,
parce que tu as un peu de cash flow sur des appartements, des parkings ou autre. Je pense que c'est cool, quoi. Tes enfants, ta famille et tout, tu vois, tu peux payer un resto un peu plus sympa. Le cadeau, tu es pas en train de regarder entre le cadeau de Noël à 29 € et ceux à 79, tu réfléchis pas. Donc je pense qu'il faut être un peu égoïste, tu vois, dans le sens où il faut regarder sa paroisse et se bouger. Ouais, je partage ce que tu dis Alexandre et du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Un bouquin, des fois, vaut mieux qu'une, bonne formation, qui coûte, quelques milliers d'euros et qui ne sera qu'une redite d'un bouquin, mais avec des images. Donc voilà, vous savez à quel point j'adore les formateurs. Mais voilà, en tout cas, j'ai le bouquin d'Alex dans les mains, vous le voyez pas, mais nous, on se voit. Donc investir dans les parkings pour créer sa liberté financière. Si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas effectivement à le commander. Même si ça vous intéresse pas, honnêtement, ça vous ouvrira l'esprit sur alors il y a beaucoup, beaucoup de mindset, hein, beaucoup, beaucoup dans le bouquin, mais il y a quand même du parking. C'était mon choix, tu vois, d'ouvrir en fait. C'est l'éditeur m'a donné le choix et je lui ai dit, «Si on fait un guide pratique, ça va être chiant. On va en vendre, 200, enfin un peu plus, mais voilà» et j'ai vraiment voulu l'incarner, donc c'est vrai que, tu vois, il y a des gens qui me disent: «J'ai adoré ton bouquin, pourtant je veux pas acheter de parking». Non, mais clairement, c'est vrai que la partie parking, au final, elle est là, mais elle Elle est est, presque secondaire en fait, c'est fou. Ouais, ouais, c'est vrai ce que tu dis. ouais, ouais et voilà, donc plein de bonnes choses en tout cas, sur ce bouquin. 24 € aux éditions Erol, donc vous le trouverez dans toutes les librairies, hein, quasiment, parce que Erol sont à peu près partout. Ils vendent sur Amazon eux aussi en direct, Erol? Ouais, Ouais. on peut le trouver aussi sur Amazon. Voilà et puis n'hésitez pas à contacter Alexandre aussi, sur les réseaux sociaux, si tu veux nous rappeler les pseudos, mais Alexandre Lacharme sur, LinkedIn, Instagram, sur tous les réseaux, je suis là, quasiment. OK. Bah, merci beaucoup pour cet échange en tout cas Alexandre, très chouette. Après, pour boucler la boucle du du bouquin, j'ai été un peu déçu, je t'avoue, de recevoir une version qui n'était pas dédicacée, Ah mince, mais c'est pas grave, à l'occasion, je te le ferai dédicacer quand on se bah, croisera. j'espère bien. Quand tu viens à Paris, tu me dis ou si moi je viens dans ton coin. J'évite de venir dans cette ville de malade. Attends, je vais dire un truc, je suis parisien, je suis pas chauvin du tout et je suis très critique envers ma ville et je vais même te dire un truc, Julien, je suis d'accord avec toi. Tu sais, je vais souvent dans le sud, ma mère vit sur la Côte d'Azur. Je suis resté un mois en août et j'étais hyper heureux, hyper triste de revenir. Tu es dans quel coin toi, là, en ce moment? Moi, je suis à Toulouse. Ah, bon, ça va, je te comprends. Non, 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 mais j'avoue, j'aime bien venir à Paris pour le business honnêtement, parce que voilà, c'est quand même, tout se passe quand même là-bas, pas mal. De moins en moins, on va dire, sur les nouveaux métiers, le digital et cetera. C'est vrai qu'il y a de plus en plus aussi qui s'excentrent, hein, grâce au télétravail notamment. Mais j'aime bien venir pour ça, mais alors par contre pour les transports et tout, c'est vrai que c'est quand même une plaie, quoi. Je suis en 2 roues là, tu vois? J'étais beaucoup en transport en commun, maintenant je suis en 2 roues. Ouais, mais tu as bien raison. Bon, OK, merci encore Alexandre en tout cas. Merci à tous d'être là aussi. Chaque semaine de plus en plus nombreux. Partagez l'épisode autour de vous sur les parkings. Ça fait plus de 100 épisodes aujourd'hui et c'est le premier qu'on fait sur les parkings. Donc un sujet niche, comme tu disais, niche dans la niche, mais très important aussi et pour diversifier notamment. Voilà. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire votre stratégie autour de ça comme Alexandre l'a fait, hein, avec succès, mais vous pouvez aussi en parsemer votre stratégie. C'est voilà, c'est une proposition, c'est pas la magie, c'est pas miraculeux, hein, je veux être très modeste par rapport à ça, mais ça peut être intéressant pour démarrer, c'est très bien ou alors pour diversifier, mais allez pas all-in là-dedans, je vous le conseille pas forcément. Merci encore. À très vite pour un nouvel épisode du coup sur Money Tree. Merci à tous. Ciao Alexandre. Ciao, salut. Bye bye. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore. Je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.